Allez, c'est maintenant l'heure dans toute liberté sur LCI, une heure de décryptage, vous le savez, de débats sans tabou et sans langue de bois. En somme, en toute liberté, comme son nom l'indique, on est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France. Le président Macron, Jordan Bardella, Éric Zemmour, Bruno Le Maire, Fabien Roussel, en France, les politiques écrivent. Pas tous très bien, mais tous beaucoup. C'est une passion nationale, presque un rite républicain, et c'est pas nouveau. Bien avant De Gaulle, il y eut Hugo, bien sûr, Lamartine, Chateaubriand, c'est notre particularité nationale. Pendant que les Américains font campagne sur TikTok, nous, on l'aligne des Alexandrins chez Gallimard. Il y en a même, comme Jordan Bardella, qui font les deux. Résultat, chaque rentrée littéraire voit fleurir les « je pense, donc je serai candidat », le « tout pour la France 2.0 » et ce que veulent les Français. Spoiler, messieurs, c'est pas forcément un autre livre politique. Chez nous, l'homme d'État se doit d'être un homme de lettres et parfois, c'est l'inverse qui advient, le livre politique. C'est aussi le sésame médiatique, un micro garanti, une matinale à la télé ou à la radio, et donc parfois un destin. On entre en campagne comme on entre dans les rayons d'une librairie, parce qu'en France, le pouvoir se conquiert à la plume avant de s'emparer des urnes. Tous les présidents de la 5e ont au moins publié un ouvrage, certains même plusieurs. Et quand les idées manquent, il reste toujours la plume fantôme, par exemple le normalien qui écrit à la place du tribun. Au fond, c'est aussi ce qu'on aime. Cette France qui croit encore que les mots précèdent les actes et qu'on peut construire le pays ou le réinventer à la première personne du singulier. Ce que notre ami Christophe Barbier appelle le syndrome Lamartine. J'ajoute le syndrome Lamartine-Aubry. Ça n'arrive qu'en France. Ça va être à nous. Nicolas, vous pouvez en fait disposer, car vous savez qu'on a retrouvé encore 5 personnes. J'ai vu ça, oui. Vous venez d'en parler avec Jean-Baptiste. On n'a pas retrouvé les bijoux, mais on a retrouvé une partie du commando, exactement. visiblement. Donc avec nous, on voulait parler des frais bancaires, on était prêts avec vous, on vous aimait pour ça. Et puis en fait, actualité oblige, on va parler du Louvre. Donc, merci de votre présence. Il y a une ânerie économique par jour. Oui, on y reviendra. On avait fait le taxotron hier, on va y retourner au taxotron. Il y a encore 65 jours avec vous, quand même, Nicolas. Ah non, on adore. Il y a encore des années. Vous savez. Mais donc, on parle aujourd'hui avec Blanche Leridon, avec Christophe Barbier. Christophe Barbier et Blanche, je rappelle que vous êtes directrice éditoriale de l'Institut Montaigne et que vous travaillez énormément sur la France et ses fractures, à lire votre grande étude récente sur le sujet. Et puis Guillaume Audat, grand reporter et chroniqueur international. Donc, 5 nouvelles arrestations au Louvre. Vous venez de le voir avec Jean-Baptiste Boursier. Ninon Pigagnol, vous avez des informations sur le profil de ces 5 personnes ? Alors sur le profil, la procureure a dit qu'il était encore un peu tôt pour communiquer dessus, mais les gardes à vue sont en cours. Ça se passe juste derrière moi au siège de la BRB, donc la brigade de répression du banditisme. Ces 5 interpellations ont eu lieu hier soir vers 21h à Paris, notamment dans le 16e arrondissement, et puis aussi en Seine-Saint-Denis. Et là, les suspects sont partis pour 96 heures de garde à vue. 96 heures, en fait, c'est le même déroulé que pour les 2 autres suspects interpellés, souvenez-vous, samedi soir. Ils ont 34 et 39 ans. Ils avaient déjà été condamnés pour vol et eux donc ont reconnu partiellement les faits, car ils ont reconnu leur implication dans le vol au Louvre, mais n'ont pas détaillé plus que ça leur organisation. Donc ces 2 suspects-là ont été mis en détention provisoire et mis en examen. Et ils encourent jusqu'à 15 ans de prison. Les bijoux, eux, n'ont pour le moment toujours pas été retrouvés. Le butin est estimé à 88 millions d'euros. Merci beaucoup Ninon Pigagnol. Vous êtes avec Julie Janus à la brigade de répression du banditisme à Paris. Quelle foin cette affaire, Blanche Leridon. C'est quoi cette émotion autour du Louvre, de ces personnes arrêtées, de ces bijoux qu'on n'a toujours pas retrouvés. C'est un thriller, en quelque sorte, haletant, qui nous tient tous. Je crois que ce qu'on espère surtout, alors bien sûr, c'est de trouver les coupables, mais aussi de retrouver les bijoux. Et à ce stade, en dépit des interpellations et de la garde à vue qu'on vient d'annoncer, il semblerait qu'il n'y ait pour le moment pas de traces des bijoux. Et ça, je crois que c'est aussi un sujet qui préoccupe beaucoup les Français, qu'on arrive aussi à les retrouver. Après, je crois qu'on peut saluer la rapidité avec laquelle tout ça s'est réalisé. Donc on espère que ça va pouvoir aboutir à une récupération
de moins partiel, en tout cas, on du sent bien butin quand même que subtilisé. les mailles du filet sont en train de se resserrer. La BRB est à pied d'œuvre, une centaine d'enquêteurs, 2 premières interpellations, dont une personne qui était en partance pour l'Algérie. Visiblement, ces 2 hommes sont passés à table. Ils ont été cuisiniers, comme on dit un peu dans le métier policier, et ça aboutit quelques jours plus tard à l'interpellation en Seine-Saint-Denis et dans le 16e arrondissement, c'est important, de 5 nouvelles personnes, 5 nouveaux suspects. Moi, j'ai quand même en tête les propos de la procureure qui disait il est encore temps de rendre ces bijoux. Ce qui pourrait laisser, c'est une hypothèse, penser qu'en réalité, ces bijoux sont encore sur le territoire français. Parce que la grande crainte des autorités, c'est que ces bijoux aient pris la direction, par exemple, de la Belgique, qui est une place en Europe à partir de laquelle on transfère, on taille, on reprend et on revend des bijoux. Les Pays-Bas également, c'est une place importante en matière de bijoux. Donc, si ces bijoux sont encore sur le territoire, il y a une toute petite indication que nous donne la procureure, c'est il est encore temps de les rendre. Qui sonne un peu comme une menace. Oui, ou une offre. On est comme face à un kidnapping ou à une alerte enlèvement. C'est-à-dire, arrêter les ravisseurs, c'est bien, mais retrouver le kidnappé indemne, c'est l'essentiel. Et un peu dans la culture du plaider coupable, s'ils rendent les bijoux intacts, ça sera porté à leur crédit et la justice pourrait être plus clémente. La motivation du ravisseur ou du voleur, ça compte. Rappelez-vous l'Italien qui avait volé la Joconde. Le fait qu'il la vole, non pas pour la vendre, pour faire du profit ou pour la détruire, mais pour la ramener dans son pays, évidemment, ça lui jouait en sa faveur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a 2 questions majeures. La première question, c'est est-ce qu'on met 2 L ou un L à interpeller ? Je pense le Larousse tolère les 2, le Robert ne dit qu'un. Oui, moi je pensais interpeller. Sinon vous diriez interpeller. Le Larousse tolère le double L, donc mais vous et moi on est à l'ancienne, on veut rester fidèles. Mais ça c'est très français. Moi j'aurais dit un seul L aussi. Moi aussi, j'en ai dit qu'un seul L, mais vous savez, les jeunes générations nous obligent à 2 L. Plus sérieusement, la deuxième question, c'est sur les personnes interpellées qui ne sont pas liées au site du cambriolage. La procureure a dit il y en a un dans les 5, on avait retrouvé son ADN. Donc, lui, évidemment, il était sans doute sur les lieux. Mais les 4 autres, ça veut dire que le champ d'investigation s'est élargi, sans doute par des écoutes téléphoniques ou des enquêtes. Et donc, ces 4 autres, s'ils n'étaient pas sur place, quel rôle ont-ils ? Est-ce qu'on a des commanditaires ? Est-ce qu'on a des receleurs ? Est-ce qu'on a des gens qui étaient dans l'entourage, qui étaient au courant, mais qui n'ont rien fait ? Et ça va être très important de les faire parler. En direct avec nous, pendant que Raphaël Maillochon nous a rejoint. Merci Raphaël d'avoir couru du plateau de Bonjour. Vous traversez TF1 avec votre cap. On va revenir vers vous tout de suite. Mais on est en ligne avec Sofiane Aboubaker. Bonjour monsieur. Vous êtes président de l'Union des métiers de la sécurité. Quelle histoire se l'ouvre, monsieur Aboubaker, alors ? En fait, pour répondre à votre première question, ce casse du Louvre, ce véritable casse du siècle aujourd'hui, crée de l'émotion parce que on a cambriolé le Louvre de façon plus simple qu'un supermarché. Aujourd'hui, un supermarché, c'est protégé par des agents de sécurité privés et plus ou moins performants et d'un système de vidéoprotection qui lui est très performant. Et là, on se rend compte que pour protéger le Louvre, grosso modo, on n'avait que 5 caméras sur le périmètre extérieur. Et tout ça est extrêmement aberrant s'agissant du premier musée au monde. Et donc tout ça crée de l'émoi en fait chez les Français qui nous regardent et qui se disent mais tout ça est totalement délirant. Et c'est ça qui crée cet engouement autour de ce véritable casse du siècle, outre cette histoire un peu rocambolesque. Ceci étant dit, il y a une deuxième chose moi qui m'interpelle ce matin, c'est que vous le savez. En France, on n'a pas le droit d'avoir recours à des systèmes de traitement algorithmique des images. C'est-à-dire que tout le travail d'enquête qui est mené par les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme, par l'Office de lutte contre le trafic des biens culturels, etc., tout ça, ça a été des travaux qui ont été menés à la main, j'ai envie de dire, de façon extrêmement archaïque, entre guillemets, quand on regarde le 21e siècle dans lequel on est aujourd'hui. Et donc, je pense que les enquêteurs auraient pu travailler beaucoup plus rapidement s'ils avaient pu mettre en œuvre ces systèmes de traitement algorithmique des vidéos, même si, encore une fois, on est dans un temps record pour l'interpellation de ces auteurs présumés des faits. Et il y a 2 images qui sont quand même folles, Sofiane Aboubaker. C'est ce véhicule qui s'arrête. On se dit que si on était passé devant le Louvre ce matin-là, quand même on aurait eu vraiment une folle surprise. Et puis tous ces moyens qui sont mis en place. Et la police française, elle est assez bonne.
Ah mais bien sûr que la police française est assez bonne. On est toujours très bon en France en matière de réaction. On l'est un peu moins en matière de prévention et c'est pour ça qu'on a un déficit de culture de sécurité dans notre pays. Mais dès que la police et la justice mettent les moyens pour pouvoir mener une enquête et interpeller les auteurs, ça va très vite. Et on l'a vu dans la conférence de presse de Madame la procureure de la République de Paris hier. Elle avait l'air quand même très optimiste sur... elle avait des informations vraisemblablement qui ont conduit aux interpellations dont on parle ce matin. Mais effectivement, encore une fois, on est en plein Paris, un dimanche matin à 9h30, on a un camion de déménagement avec ce monte charge qui arrive. Enfin, ça relève. Enfin, je pense que certains, je pense qu'on va avoir dans quelques mois, voire quelques années, une série ou un film à ce propos, parce que c'est totalement délirant. Encore une fois, ces malfaiteurs sont rentrés de façon plus simple au Louvre pour cambrioler des joyaux de la couronne que dans un supermarché pour voler un jeu vidéo. Oui, ou même de la viande maintenant, parce qu'il y a des antivols sur la nourriture. Merci beaucoup, Sofiane Aboubacar. Raphaël Maillochon, vous nous avez rejoint. Merci, Sofiane. On va commenter ces images-là de descente tranquille du mont de charge, en fait, je sais pas comment ça s'appelle, de la nacelle, qui sont des images exclusives TF1. C'est quand même rocambolesque, ce truc. Oui, plus globalement, c'est tout ce cambriolage qui l'est, les 7 à... Là, ils avaient, ils ont dans les mains les bijoux de la couronne. Bien sûr. Les bijoux de famille. Les bijoux. Ah oui, ils sont là, ils sont dans la nacelle, ils sont là, bien sûr, à leurs pieds. Avant d'ailleurs de... penche visiblement pour prévenir ses complices à scooter, peut-être aussi pour préparer l'incendie de la nacelle. C'est ça. Et d'ailleurs, la justice les soupçonne fortement, ces deux hommes, d'être ceux qui ont été présentés aux magistrats instructeurs, placés en détention provisoire dès hier soir. On sait de leur profil qu'ils ont 34 et 39 ans. Leur ADN les confond. Ils ont avoué partiellement leur participation aux faits. Pendant ces 96 heures de garde à vue, quasiment pendant 90 heures, nous dit-on, ils ont nié totalement leur implication. Ils ont gardé le silence avant, finalement, en fin de garde à vue, sans doute conseillés par leurs avocats, parce que l'ADN, ça reste la reine des preuves en droit pénal, qu'il fallait quand même concéder quelques petites choses. Et hier, ils ont été placés en détention provisoire. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas en France le système de traitement algorithmique des données dont parlait Sofiane Aboubacar. Ça va arriver, ça, en France ? C'est un débat philosophique, c'est un débat de droit. C'est toujours des débats philosophiques. Vous vous souvenez autour de l'affaire Guy Georges, quand il était question du fichier ADN et qu'il y avait beaucoup de gens, le père d'une des victimes, Monsieur Escarfaille, avait été d'ailleurs punaisé sur le mur des cons. Il y a toujours des débats qui n'en sont pas en réalité. Oui, débat. Ça nous aiderait bien d'avoir des traitements algorithmiques. Bien sûr, des débats philosophiques, mais là, en l'espèce, pour le Louvre, ce qui manquait, d'ailleurs, ça a été reconnu par la présidente du musée, ce qui pêchait, c'est la détection périphérique du Louvre, avec notamment une caméra qui donnait uniquement à l'extérieur côté ouest, qui n'avait pas un angle de vue suffisant pour zoomer là où la nacelle s'est garée sur le trottoir. Donc ce qui pêchait, c'est vraiment l'installation de caméras. Je parle même pas de l'intérieur et des systèmes d'alarme, mais en périphérie, en volumétrie au niveau du musée du Louvre. C'est là qu'il faut que les autorités et le musée du Louvre continuent de travailler. Donc avant effectivement d'aller dans des débats philosophiques et d'autres considérations, il faut repenser totalement la sécurité. C'est ce que disent d'ailleurs les sénateurs. Est-ce que ça n'a pas été autorisé pendant les JO, puis prolongé, il me semble, à titre expérimental, la vidéo algorithmique ? Alors, il y a eu une expérimentation, effectivement, pendant les JO, avec cette ligne rouge totalement, qui est l'identification, la reconnaissance faciale, effectivement. Ça, c'est la ligne rouge que tous les politiques et le législateur ne veulent absolument pas et jamais franchir à l'heure où l'on se parle encore. Mais effectivement, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, ça a été expérimenté et testé. Oui, pour revenir sur l'actualité la plus chaude, là, les 5 personnes interpellées. Bon, donc on a 2 personnes qui sont premièrement interpellées. L'une était en partance pour l'Algérie, l'autre arrêtée en Seine-Saint-Denis. Ils passent à table, ils sont cuisiniers, ils sont cuisinés, pardonnez-moi l'expression. Et là, on voit que tout à coup, le réseau de complicité s'étend. Comment est-ce que vous interprétez ça, Raphaël ? 5 personnes interpellées, plus les 2, ça fait 7 déjà. Oui, il y a plusieurs choses. De ce qu'on nous dit, c'est que les gardes à vue, les 2 personnes placées en garde à vue, effectivement, Guillaume, ne vont pas délivrer, passer à table en
leur donnant, j'ai travaillé avec tel ou tel complice. Ils vont, je l'ai dit, garder beaucoup le silence avant de reconnaître certaines choses parce qu'on leur apporte et on les confond avec des preuves ADN. Mais pourquoi ensuite il y a cette enquête qui prend une autre tournure avec 5 interpellations, on est bientôt 15 jours après les faits. Massif, C'est parce qu'il y a cette ouverture d'informations judiciaires, cette commission rogatoire qui permet d'avoir bien plus de pouvoir pour les juges, pour la police judiciaire notamment, et parce que la brigade de répression du banditisme avait sans doute localisé ces personnes, mais il les laisse continuer d'agir pour voir avec quelles personnes elles sont en relation. Souvent, le temps de l'enquête n'est pas celui des médias, mais parce que l'utilité pour les enquêteurs de la police judiciaire, c'est d'arriver dans la foulée à avoir le maximum de personnes et avoir le maximum d'éléments très concrets à mettre sur procès verbal. Dans les quelques informations que nous donne la procureure à travers ses conférences de presse. Attendez, justement. Et ce matin, sur une radio. Sur RTL. Une radio populaire généraliste. Laure Beccuot, une excellente radio RTL. Absolument. Ce que je souhaite très clairement, c'est dire à ceux qui les détiendraient aujourd'hui, c'est qu'évidemment, la justice saura tenir compte de l'absence de préjudice de ce cambriolage. Entre les lignes, Raphaël, c'est extrêmement intéressant ce qu'elle dit, Laure Beccuot, la procureure de la République. Elle dit « il est encore temps de rendre ces bijoux ». Comment est-ce que vous interprétez ça ? Ça veut dire qu'ils sont encore sur le territoire, que la grande crainte, c'est évidemment qu'ils aient quitté le territoire français, mais qu'il y a peut-être cette possibilité qu'ils soient encore sur le territoire français. Oui, il y a cette possibilité, j'ai même envie de dire, il y a cet espoir de la part des autorités judiciaires, des autorités de la police, effectivement, de mettre la main sur ces bijoux, parce que on le savait lorsqu'on a commenté sur ce plateau, et j'étais de permanence ce week-end-là, le casse du Louvre, il y avait énormément d'objets qui ont été retrouvés, on a vu très vite la police technique et scientifique à l'œuvre. Nul doute que on était persuadé que les interpellations allaient arriver. Elles sont arrivées au bout d'une semaine et maintenant bientôt 15 jours. Mais ce qui est certain, c'est que la priorité des priorités, c'est de retrouver ces bijoux avec notamment un travail très fin, parce qu'on parle beaucoup de la BRB, la brigade de répression du banditisme, mais il y a également un autre service saisi qui regroupe policiers et gendarmes, qui est l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, qui dépend de la... Ça existe, ça ? Oui, bien sûr, c'est un office donc qui regroupe policiers et gendarmes et qui dépend de la Direction nationale de la police judiciaire, rattachée au ministère de l'Intérieur. Ils sont basés à Nanterre et donc policiers et gendarmes traquent à travers le monde tous les objets, à travers le monde, en tout cas tous les objets volés en France. Et ils ont 2 fichiers, notamment des fichiers à destination d'Europol et d'Interpol. Et là, très concrètement, ils interrogent tout ce que compte le pays d'antiquaires, de restaurateurs, de gens qui taillent des bijoux. Ils font quoi exactement, ces gens-là ? Alors, ils ont un vaste et très dense réseau d'informateurs pour travailler avec eux. Nul doute que sur le Louvre, ils ont dû appeler un petit peu tous ceux qui avaient entendu parler de personnes qui tentaient peut-être de revendre des bijoux tels quels. Je parle pas de la refonte des bijoux. Et puis de l'autre côté, vous avez des analyses très fines grâce à des logiciels avec un petit peu d'intelligence artificielle, de surveillance avec la coopération internationale de toutes les polices pour mettre la main là-dessus. J'ai pu tourner au sein de cet office il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant et j'ai vu ces logiciels où les photos sont intégrées, où la description est précisée et ensuite cela inonde les polices internationales. Ces bijoux, Christophe, qui sont magnifiques, que disent-ils de nous ? D'abord, ils disent que notre mémoire, elle est déjà blessée, elle est fracturée, puisque ces bijoux, ils ne sont pas si anciens que cela. On remonte au Premier Empire, au Second Empire avec Napoléon III et la reine Hortense. On remonte pas tellement plus haut. Pourquoi ? Parce qu'en 1792, dans le garde-meuble royal, on a volé plus de 9000 joyaux de la couronne. Parce que l'inventaire avait été fait, des petits malins s'étaient procuré cet inventaire, ils sont allés passer 5 jours et 5 nuits sur site. Ils étaient 30 et ils ont tout volé. Une partie des voleurs ont été arrêtés, certains ont été guillotinés, à l'endroit même d'ailleurs où ils avaient commis les forfaits, parce que les forfaits, c'était dans un local qui était place de la Concorde, qui s'appelait pas encore comme ça à l'époque. Et on a retrouvé, plus tard, le plus beau des bijoux, c'est-à-dire le diamant bleu de la couronne de France. On l'a retrouvé en 1812 en Angleterre. Pourquoi 1812 ? Parce que ça faisait 20 ans après le vol, prescription. Il était retaillé, il s'est appelé le diamant Hope, du nom de la famille qui en a fait l'acquisition. Il a circulé à travers le monde, il s'est retrouvé assez vite aux États-Unis. On en a fait don, la famille qui le possédait au XXe siècle, on a fait don au Smithsonian Institute. Et ce musée de Washington l'expose. Et tenez-vous bien, c'est l'objet d'art le plus visité au monde, dit-on, juste derrière
La Joconde. Voilà. Donc vous voyez, quelque part, notre diamant français poursuit une belle carrière. Oh là là, à côté du diamant italien de Léonard de Vinci. Merci beaucoup, Raphaël Maillochon, d'être passé sur le plateau. Une pause et dans un instant, on dirait bien que le retour de la course à l'armement. À tout de suite sur LCI. De retour sur le plateau dans toute liberté. Nous a rejoint sur le plateau le journaliste et écrivain Stephen Smith. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Pour ce qui est le meilleur thriller de l'automne, j'espère un jour en film, enfin il faut déjà lire le livre, qui est l'affaire Ben Barka. On va en parler tout à l'heure, c'est remarquable et remarquablement écrit. Mais tout de suite, c'est l'heure du carton rouge. Alors, Donald Trump a rallumé la mèche sur Truth Social. Pardon pour mon accent, Stephen Smith. Il dit, en raison des programmes d'essais menés par d'autres pays, j'ai demandé au ministère de la Guerre de commencer à tester nos armes nucléaires sur pied d'égalité. Ce processus commencera immédiatement. Une déclaration explosive, quelques jours seulement après que Vladimir Poutine a dénoncé le traité russo-américain sur le plutonium et testé avec succès un missile à propulsion nucléaire qui s'appelle Borevesnik. Résultat, Stephen Smith, Washington et Moscou relancent la course à l'armement 60 ans après la guerre froide. Oui, 60 ans après la guerre froide, on peut dire qu'il y a eu la guerre froide et par la suite un détour de la lutte mondiale contre le terrorisme qui finalement a été une forme d'impasse et aujourd'hui on revient à une logique qui n'est peut-être pas de guerre froide, mais où l'hyperpuissance, comme l'avait dit Monsieur Védrine ici en France, la seule puissance qui restait est à nouveau devenue une superpuissance parmi d'autres. Et c'est ça peut-être le parallèle. Oui, c'est ça, parce que Blanche, entre-temps aussi, il y a l'entrevue entre le président Trump et le président chinois de cette nuit, Xi Jinping, la Chine qui est elle aussi une énorme puissance nucléaire et qui construit à marche forcée des sous-marins d'attaque, renforce sa flotte et s'impose comme un nouvel arbitre du rapport de force. Bien sûr, la Chine est à 300 têtes nucléaires en 2020, elle est à 600 en 2025, donc bien sûr que ça a entraîné Trump dans cette course-là. Donc, pour mémoire, les États-Unis avaient décrété en 1992 l'arrêt de leurs essais nucléaires, donc effectivement, cette annonce-là est historique. Souvenez-vous quand même qu'il y a 2-3 semaines de ça, on parlait d'un Donald Trump à qui on voulait remettre le prix Nobel de la paix. Et voilà ce qu'on est en train de commenter aujourd'hui. Et il faut aussi envisager cette annonce-là dans un équilibre et une dynamique un petit peu plus large. Regardez ce qui se passe au Venezuela. Ce qu'est en train de faire la flotte américaine avec un déploiement naval des États-Unis qui est sans précédent depuis, je crois, la crise de Cuba. Donc on voit à quel point cette rhétorique autour du faiseur de paix est en train totalement de se diluer dans un retour qui est même plus tellement un retour de guerre froide, mais de guerre quasi chaude dans la mesure où on prendrait très au sérieux ce que Donald Trump est en train d'annoncer. Christophe, on est chez Orwell, là, non, c'est pas 1984, la guerre c'est la paix. Oui, ou chez le docteur Folamour aussi, on pourrait citer ça. Alors, moi, je m'interroge sur ce que ça veut dire reprendre les essais nucléaires. Dans un monde nucléaire où la plupart des progrès sont faits maintenant par simulation. Rappelez-vous, quand on a repris nos essais nucléaires atmosphériques à Mururoa en 95, à la demande de Jacques Chirac, c'était pour une poignée d'essais avant le passage à la simulation numérique. Maintenir l'arme nucléaire en état et l'améliorer sans avoir besoin de faire sauter et d'irradier ni le sous-marin ni le souterrain. Est-ce que Trump n'est pas en train d'annoncer quelque chose qui se fait de manière banale aux États-Unis régulièrement, c'est-à-dire une mise à niveau. J'ai du mal à penser que les sous-marins nucléaires américains qui se baladent dans les océans de la planète sont pourvus d'ogives nucléaires obsolètes ou de missiles défectueux. Oui, c'est ça. Je pense que les essais, ils sont à peu près à jour. Mais c'est ce qu'il avait dit, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans son poste sur Tout Social. J'avais instruit le secrétariat à la Défense à l'époque, parce qu'il s'appelait à la Défense, maintenant c'est le secrétariat à la Guerre, donc ça a changé du point de vue des mots, de commencer à réviser justement un petit peu ce maintien en forme, si je puis dire, du parc nucléaire américain. Mais ce qui est important, c'est que ça s'inscrit dans une séquence en ce moment. C'est-à-dire la tension croissante entre les États-Unis et la Russie. Les États-Unis qui menacent, via Trump, de sanctionner Lukoil et Rosneft, qui fournissent du pétrole acquis à la Chine. Il était en Corée du Sud lorsqu'il a rencontré Xi Jinping. Poutine est sorti en treillis. On a vu ces images. Il a dit, regardez mon gros missile, le Borevesnik. Il est gros, il est très fort, il est à propulsion nucléaire. Les mots comptent.
Quelques jours plus tard, il présente son nouveau drone à propulsion nucléaire, les beaux comptes et réponse du berger Trump à la bergère, si je puis dire. Le post sur trousse sociale qui pourrait paraître anodin, mais qui l'est évidemment pas parce qu'on emploie le mot nucléaire. Je reprends les essais. Alors tout ça, en effet, est encadré de manière très stricte par un traité d'interdiction d'essais nucléaires. La Russie l'avait ratifié en 2000. En 2023, il y a 2 ans à peine, quasiment jour pour jour, Poutine a signé une loi révoquant ces traités-là et s'autorisant, mais il ne l'avait pas fait, à reprendre les essais nucléaires. La Chine et les États-Unis n'ont pas ratifié ce traité. Donc, en bon droit, ils ont le droit, eux aussi, s'ils le veulent, en réalité, de tester comme ils le souhaitent leurs armes nucléaires. C'est quand même un pas très significatif dans l'escalade. C'est pour ça que c'est un carton rouge, parce que dire et instruire son secrétariat à la défense, on va maintenant reprendre nos essais nucléaires, comme je le disais, ça s'inscrit dans une séquence, mais c'est aussi, ça arrive à un moment donné où il y a un autre traité qui est extrêmement important, qui s'appelle le traité New Start, qui arrive à expiration en février 2026 et qui, lui, encadre le déploiement des têtes nucléaires. Chacun des 2 pays, la Russie et les États-Unis, ont déployé l'équivalent de 1700 têtes nucléaires. Si vous avez un traité qui vous permet d'en déployer encore, vous entrez dans quelque chose qui est de l'ordre de l'escalade et que les observateurs de la grammaire nucléaire regardent avec une certaine, sinon une très forte inquiétude. Stephen Smith, Trump parle d'équilibre. Poutine parle de dissuasion et Pékin construit sans limite. Est-ce qu'on n'est pas en réalité dans une ère du déséquilibre absolu ? Je ne me sens pas très qualifié pour penser géopolitique, mais ce que je constate aussi en vous écoutant, c'est à la fois l'effrayante actualité de la guerre, l'Ukraine en Europe. Aux États-Unis, on parle de guerre civile de plus en plus banalement, puisque les élections du midterm approchent. Donc, il y a cette banalisation, et en même temps, le côté effrayant est aussi modéré par l'idée que l'Europe, après plusieurs générations, se rend compte que si on n'est pas capable et décidé à se défendre, on n'existe pas. Et donc il y a cette ambiguïté, à la fois la menace et en même temps une prise de conscience qui, me semble-t-il, est assez salutaire en Europe. Est-ce qu'aux États-Unis revient une sorte de peur de l'apocalypse qu'on a pu connaître dans les années 50 ou 60 face aux soviétiques ? Pas encore. En tout cas, dans mon entourage, je n'ai pas ce sentiment. Vous vous réveillez tous les matins et vous vous demandez ce que le président a encore inventé, parce que je vous rejoins. Je pense que tout ce qui compte dans sa déclaration, c'est nucléaire. Et c'est comme un signifiant vide qui circule comme ça et qui est investi nos têtes. Donc ça fait peur, mais la peur où on était sous la table pour des exercices antinucléaires, ça, vraiment, je ne l'ai pas encore vu venir. Ce qu'il y a derrière tout ça aussi, Blanche, c'est l'affrontement possible autour de Taïwan. Absolument, et d'ailleurs ça devait être a priori une des questions qui aurait été adressée pendant l'entrevue entre Xi Jinping et Donald Trump. On sait que Xi Jinping a pour ambition de faire basculer la position officielle des États-Unis, qui aujourd'hui ne sont pas pour l'indépendance de Taïwan, mais ne se sont jamais déclarés hostiles. Et c'est là où il y a une légère nuance sémantique, mais qui change tout. Et donc, ce que Xi Jinping aimerait faire, c'est réussir à convaincre Donald Trump de basculer et de se dire, bon, ben ça, c'est une affaire qui ne me regarde pas. Et d'ailleurs, le fait que Trump se focalise aujourd'hui plutôt sur le Venezuela, plutôt sur son aire d'influence sud-américaine, pourrait effectivement donner des espoirs à Xi Jinping que le président américain détourne un petit peu le regard et ne s'attache pas à la protection de Taïwan en cas d'attaque chinoise. Et je sais pas, peut-être Guillaume a suivi s'il y a eu des éléments tangibles sur Taïwan qui sont sortis. J'ai vu des choses sur le soja, sur les droits de douane, mais là-dessus, rien pour le moment. Disons que l'entente qui a été conclue, mais très peu pour le moment, est sortie en réalité de cette discussion qui a duré 2 heures, mais effectivement, ça s'est concentré en réalité sur le soja et le levier minerai critique, parce que les Chinois, en termes de raffinement de minerai critique, sont très forts. Mais sur la question de Taïwan, officiellement, les Américains ne soutiennent pas l'indépendance, et la sémantique est très importante. Ce que Pékin voudrait, c'est que les Américains s'y opposent à l'indépendance. Ce qui serait là, pour le coup, et en mauvais français, un shift majeur dans la position américaine. Visiblement, à ce stade, ça n'a pas été obtenu, parce qu'autour du président américain, il y a un homme qui s'appelle Marco Rubio, qui est mais vraiment dans une hostilité passée à ce qu'était la Chine et à ses prétentions sur Taïwan, qui a été gentiment écarté tout de même. On a fait venir des économistes pour la transaction, etc. Donc ça n'a pas été obtenu sur ce point-là, mais c'est effectivement le point majeur. Il n'y a pas eu de bouleversement de ce point de vue-là. En tout cas, pas à ma connaissance.
Bon, merci pour ce point géopolitique, Stéphane Smith, parce que c'est quand même incroyablement inquiétant ce qui se passe. Et l'Europe, Christophe, qu'est-ce qu'on fait en Europe ? L'Europe, vieux continent, affirme sa placidité, qui n'est pas seulement le masque de son impuissance, mais un peu quand même. Bon, cela dit, sur le nucléaire, il y a désormais une seule puissance dans l'Union européenne, c'est la France, puisque les Britanniques sont sortis, et la défense européenne va se construire aussi autour du concept de dissuasion partagée. Ça ne veut pas dire que le bouton nucléaire français changera de main ou sera collectif, mais ça veut dire que notre parapluie va s'étendre. De Gaulle l'avait amorcé en réflexion en 1964, et Macron a largement relancé cette réflexion depuis des propos tenus devant les militaires il y a 4 ou 5 ans, je crois, en 2020. Bien, c'est maintenant l'heure, les amis, de la phrase qui fait du bruit. Et cette phrase qui fait du bruit, elle est signée Marine Le Pen parce que c'est un vieux serpent de mer politique qui refait surface. Les accords franco-algériens de 68 signés après la guerre d'Algérie, les accords d'un statut migratoire dérogatoire aux ressortissants algériens en France, libre de séjour de 10 ans, procédure simplifiée, certains droits sociaux spécifiques. On écoute la patronne du Rassemblement national à l'Assemblée. En réalité, rien ne plaide pour son maintien. Le coût qu'elle représente. Rien ne justifie, parce que l'immigration est absolument hors contrôle. Rien ne justifie que l'on accorde cet avantage extra-ordinaire à un pays dont le moins que l'on puisse dire, c'est que non seulement il ne respecte pas la France, mais qu'il l'insulte. Le Rassemblement national va donc présenter, Christophe, aujourd'hui une résolution pour demander l'abrogation de ces accords, une revendication qui est portée depuis longtemps par une partie de la droite, d'Éric Ciotti, Bruno Retailleau, et même aussi Édouard Philippe, qui avait fait un long interview dans Le Point pour les dénoncer. C'est la première dimension de cette proposition RN, c'est un piège politique. Soit les LR, Horizon, votent ce texte et il peut avoir une majorité, et donc c'est une victoire pour le RN, soit les LR et Horizon disent non, nous on vote pas un texte proposé par le RN, et ils renieront leurs idées. Et le RN pourra dire, vous voyez, les Français le souhaitent, ils le proposent, et ils ne veulent pas le faire parce que c'est nous qui le proposons. L'autre dimension, c'est le questionnement juridique. Si on brise les accords de 68, qu'est-ce qui prend la place ? Certains disent on revient à 62. Et 62, c'était un accord beaucoup plus favorable pour la circulation des étrangers. Donc finalement, ça aggraverait ce problème migratoire. D'autres, comme Marine Le Pen, disent pas du tout, on ne reviendrait pas à 62, on passerait simplement dans le droit commun. L'Algérie serait un pays comme les autres et on aurait une possibilité de contrôle un peu plus forte. Elle en fait aussi un argument géopolitique, c'est-à-dire rendez-nous Boualem Sansal, reprenez les OQTF, sinon nous rompons les accords. Voilà. Mais c'est d'ailleurs assez dingue qu'on n'arrive pas à faire ça avec... Oui, mais je suis pas sûr que ça marche si on rompt les accords, en tout cas peut-être pas maintenant dans le rapport de force. Pendant ce temps-là, le différend entre le Maroc et l'Algérie, sur le sud du Maroc, change de nature. D'autres pays encore que la France se rangent du côté du Maroc et apparemment, si j'en crois les spécialistes, l'Algérie serait peut-être encline à en finir avec ce conflit. Un mot juste sur le passage au droit commun. Voilà, beaucoup, en plus, de commentateurs disent qu'en réalité, ça ne changerait pas grand-chose. Par exemple, sur le regroupement familial, vous passeriez de 12 mois à 18 mois, ce qui, en termes de flux, n'aurait pas des effets absolument massifs. Et en réalité, les accords ont déjà été modifiés. Il y a eu toute une jurisprudence du Conseil d'État qui est venue affiner un certain nombre de mises en œuvre. Donc, pour beaucoup, en réalité, on est là sur un espèce de symbole, un espèce de totem, mais que les incidences réelles sur les flux migratoires serait en réalité assez faible si l'Algérie passait dans le droit commun. Et si vous regardez d'ailleurs en proportion de la population, vous avez une immigration marocaine ou tunisienne qui est équivalente, voire supérieure en France, soumise pourtant aux règles de droit commun. Donc il ne faut pas tout attendre, il y a une espèce de focalisation à outrance sur ces accords-là. Il ne faut pas tout en attendre et évidemment c'est pas selon de là un que tout rapport parlementaire récent, ces accords coûteraient quand même 2 milliards d'euros par an à la France, Blanche, non ? 2 milliards, alors c'est le détail de ce chiffre, je le connais pas, mais c'est est-ce que ça voudrait dire que ces 2 milliards disparaîtraient si on passe dans le droit commun ? J'en doute. Stéphane Smith, vous connaissez parfaitement l'Afrique, vous la connaissez presque comme votre poche, vous avez vécu 20 ans en France. Ce rapport de la France et de l'Algérie, dont on peut dire pour le moins qu'il n'est pas apaisé, quel regard vous portez là-dessus ? Alors c'est pas seulement un piège pour les hommes politiques ou les femmes politiques, c'est aussi un piège pour le commentateur, mais en quelques mots.
La relation spéciale post-coloniale doit avoir une fin à un moment donné. Sur le plan de la migration, on n'est pas du tout dans l'actualité parce que l'essentiel de la migration est désormais subsaharienne. Donc c'est peut-être aussi un combat un peu d'arrière-garde. Est-ce qu'il faut normaliser les relations et peut-être aussi avoir une vue de l'Algérie qui soit moins sous la pesanteur des enjeux mémoriels, quelque chose qui était très cher au président Macron, qui n'a peut-être pas réussi à régler, puisqu'il a dû faire volte-face et se repositionner sur le Maroc. Il est allé à Canossa, en quelque sorte, il y a un an. Et les Algériens vivent aussi de cette rente mémorielle, politiquement, le pouvoir algérien. Il a besoin d'entretenir. Est-ce qu'on peut enfin dire que depuis les indépendances déçues en Algérie, il y a un régime militaire qui est effroyable, de manque d'imagination pour la jeunesse qui vit là-bas, et dire ça sans devoir enchaîner tout de suite qu'avant fait les puissances extérieures en Afrique, qu'a fait la France en Algérie. Je pense que ce sera un moment plutôt salutaire. C'est un levier, Stephen Smith, qui peut faire bouger le pouvoir en place, celui de M. Tebboune en Algérie, l'idée de réviser ces accords de 68, c'est-à-dire être un peu musclé, quoi. Ça, je ne le crois pas. Je pense que c'est une pétrodictature qui a une rente à dispenser, à distribuer. Ça a plutôt bien marché. Je pense que c'est plutôt la réponse à cette question se trouve en Algérie et pas dans la relation avec la France essentiellement. Gouvernementaliser l'histoire. Et une fois qu'on a fait ça, on fait, en avoir parlé, c'est Pierre Nora qui a dit mais il faut arrêter d'avoir ces commissions gouvernementales qui décident de l'histoire. Laissez-nous faire notre travail et c'est dans la pluralité et je pense que c'est ça la normalité. Elle s'est évaporée. C'est très France-Afrique, hein, ça encore. On n'en est pas sorti. On n'est pas sorti de l'auberge, Christophe. Non, on n'est pas sorti de cette longue histoire commune, mais les indépendances, c'était dans les années 60. C'est à peine 60 ans. C'est pas grand-chose au regard de l'histoire. Donc on est pressé, bien entendu. On voudrait que pour la jeunesse algérienne, pour les bonnes relations, ça aille plus vite que la musique de l'histoire. Mais la musique de l'histoire, elle est lente. Elle est lente. Elle ne s'accélère que quand il y a la guerre. Il faut pas le souhaiter. Allez, une petite pause. Et dans un instant, le meilleur thriller de l'année. Je dirais ça. Bon, oui, tout simplement. Et c'est aussi un bout de notre histoire. Vous allez voir, c'est passionnant. À tout de suite. Ça s'entend jour pour jour, presque. C'était hier, jour pour jour. Ouais, hier. De retour sur le plateau dans toute liberté avec Blanche Leridon, Guillaume Barbier, Christophe Barbier. Guillaume Barbier, Christophe Audas, c'est pas mal, ça sonne bien. Guillaume Audas et Stephen Smith. Stephen Smith, vous publiez l'affaire Ben Barka. Alors, il y a 60 ans, le 29 octobre 65, un homme disparaissait en plein Paris, en plein jour. Devant la brasserie Lip, Mehdi Ben Barka, mathématicien opposant au roi du Maroc, figure du tiers-monde, s'évanouissait littéralement dans la capitale. On n'en retrouvera jamais la trace. 60 ans plus tard, son nom hante toujours les couloirs du pouvoir et les consciences françaises. Et voilà que votre livre, l'affaire Ben Barka, la fin des secrets, que vous co-signez avec Ronen Bergman, permet pour la première fois de lever le voile sur cette affaire d'État. En fait, c'est un crime d'État. C'est un crime d'État au pluriel et ce que je trouve extraordinaire, hier c'était le 60e anniversaire, on a l'impression de parler de l'histoire. 65, ça a l'air d'être loin, je pense que les jeunes générations n'ont pas vécu ça comme le plus grand scandale de la Ve République, la formule qui était convenue. Et pourtant, il y a dans Paris un juge d'instruction, le 14e, qui cherche un assassin. Et nous avons la confession de l'assassin qui raconte comment il a tué Ben Barka dans une baignoire. Il le raconte au Mossad, le Mossad qui a assisté à cet assassinat, qui a apporté une aide logistique, qui a acheté dans Paris à la belle jardinière des pelles, de la soude caustique, qui a pris, y compris des pinces pour enlever les dents au corps de Mehdi Ben Barka, c'est souvent sordide. Et sur 40 heures que passe Ahmed Limi, qui est l'assassin de Ben Barka à Paris, il passe 5 heures avec le Mossad. C'est des travaux dirigés, comme on dirait, dans le monde académique. Le Mossad aide à la disparition, qui est le crime parfait. Le reste est un crime improvisé. On avait essayé 4 fois auparavant de tuer Ben Barka, et la 5e fois est la bonne, improvisée. Et pour faire plaisir au roi du Maroc ? Le roi du Maroc ordonne cet assassinat. Il le fait dès l'automne 64 et il le fait quand il apprend que Ben Barka est un agent de la STB qui est le service secret tchèque. Et donc,
Ben C'est Barka bizarre. Hein. Il est agent secret tchèque. Donc, quoi, pour les Russes? Il n'est pas communiste, mais il cherche des appuis. Et Ben Barka est victime d'un assassinat, ça, il faut le dire sans ambiguïté, mais il est aussi victime de sa complotite. Il essaie de tuer le roi, et le roi finit par le tuer. Et lorsque le roi apprend que Ben Barka est prêt à s'allier à un service du bloc de l'Est, de chercher des appuis financiers et militaires, là il dit il faut le saisir. On ne sait pas tout de suite s'il faut le tuer, mais après les émeutes de Casablanca, au printemps 65, il fait appel au Mossad, et là il dit, on l'a par écrit, et c'est écrit en anglais, « We want to kill him ». On veut le tuer, nous assumons toutes les conséquences. Et donc, à partir de là, on sait que c'est un assassinat, c'est pas un rapatriement forcé, c'est pas un accident, c'était prévu, il fallait le saisir et le tuer. C'est un enlèvement improvisé qui est devenu une tragédie, une opération d'espionnage qui vire au drame politique. Christophe, ça a résonné beaucoup en France dans les mémoires. Le général de Gaulle disait l'affaire Ben Barka est une affaire odieuse, mais elle ne remet pas en cause l'État français. De Gaulle avait rencontré Ben Barka. Oui. On dit qu'un rendez-vous était prévu peu après la date de cette disparition. Le lendemain, ça aurait pu jouer dans l'accélération. On dit aussi que François Mitterrand, parce qu'à ce moment-là, octobre 65, on est en pleine campagne présidentielle, la première élection présidentielle au suffrage universel direct, qui est prévue en décembre, et François Mitterrand, qui apprend l'affaire Ben Barka des mois après, est furieux. Il dit, mais si j'avais su cela, fin octobre, début novembre 65, j'aurais pu bousculer beaucoup plus le régime gaulliste, parce qu'à ce moment-là, il soupçonne les services secrets français d'avoir prêté main forte aux Marocains. Deux questions. Est-ce que l'assassinat était prévu sur le territoire français? Est-ce qu'il n'y a pas un emballement quand même des ravisseurs qui le tuent sur le territoire français, alors qu'il fallait le ramener vivant au Maroc, l'interroger, puis l'exécuter? Et deuxième question, est-ce que vous pensez que la tête de Ben Barka, comme on l'a dit, est au Maroc, dans une des geôles où on torturait les opposants et où on a stocké, si j'ose dire, les cadavres? Très rapidement, il y a deux équipes. Il y a une équipe de pieds nickelés, des truands français, et en parallèle, le Mossad. La dernière chance qui est laissée aux truands français, c'est Paris. Et c'est Limy qui décide à un moment donné à Genève, ne le tuez pas à Genève, je préfère le faire à Paris. Il le préfère pourquoi ? Parce que ce n'est pas les services secrets, c'est pas le STEC, l'actuel DGSE, qui est vraiment compromis. C'est en réalité la filière qui va d'une Barbouze, Maître Le Marchand, en passant par le préfet de police Papon, en passant par le ministre de l'Intérieur Frey, jusqu'à Georges Pompidou. Donc la révélation concernant la France dans notre livre, c'était le successeur de Gaulle était en réalité par des écoutes au courant de l'exécution de cet enlèvement. Donc Paris était prévu, dernière chance pour les truands. Par miracle, après 4 échecs, ils réussissent. Là, le Mossad doit venir en appui pour faire disparaître le corps. C'est ça l'histoire sur pourquoi Paris. La tête de Ben Barka n'a pas été rapatriée. C'est malheureusement un détail sordide. Quand on le sort de la baignoire, il est mort. Limy prend une photo. Les polaroïdes sont à l'époque très à la mode. Il prend une photo, il raconte au Mossad, il dit pour prouver au pays, donc au roi, que l'exécution a eu lieu. Et ensuite, il est enterré à 15 km de cette villa où il a été tué, au sud de Paris. On donne tous les détails. Il est enterré, son corps est recouvert de soude caustique. La première pluie, la dissolution, il n'a plus dedans. Et je pense que à l'époque, on n'a pas la géolocalisation, mais même si on l'avait, on trouvait aujourd'hui des traces ADN, rien de plus. C'est ce qui est fabuleux véritablement dans ce livre, c'est qu'à la fois ça évoque la raison d'État, donc là vous venez de l'évoquer, en même temps on est 2 ans avant la guerre des 6 jours, et en 1965, la France et Israël ont une communauté d'intérêt, le jeune État israélien qui développe son programme nucléaire, la guerre de Suez est passée par là, les Américains font défection, etc. Et ce que vous dévoilez, c'est des centaines d'archives inédites de cette relation également très étroite entre le Maroc d'hier et le jeune État israélien d'hier, mais relation qui se perpétue encore aujourd'hui. Le Maroc est signataire des accords d'Abraham. C'est ça que ça raconte en creux, une relation qui est longue et puissante entre 2 États, finalement. Là aussi, l'actualité, on est dans l'histoire, mais ça va jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'affaire Pegasus. À nouveau, c'est un spyware, le logiciel marocain qui permet d'écouter des Français, et ça se fait dans la collaboration entre Israël et le Maroc. Mais c'est en effet cette longue ligne ininterrompue qui nous ramène à l'actualité. Et à l'époque, Hassan II a le cynisme de faire mettre sur écoute un sommet arabe, ce qui permet aux Israéliens de récupérer les informations
d'informations sur l'impréparation militaire. Et 21 mois plus tard, ils sont en position d'attaquer les premiers parce qu'ils connaissent très bien les positions en face. Blanche, une question en forme de conclusion. Oui, pour conclure, et comme vous le disiez très justement, pour mêler une fois de plus cette histoire à l'actualité la plus contemporaine, qu'est-ce que représente encore aujourd'hui la figure de Mehdi Ben Barka au Maroc? Et je pense notamment à la Gen Z 212, vous savez, dont on a beaucoup parlé. Est-ce que, parce qu'on sait que Ben Barka était tiers-mondiste, panafricaniste, qui portait des réformes sociales, éducatives, qui pourraient trouver un écho dans les revendications de la Gen Z aujourd'hui, est-ce que c'est une figure qui est mobilisée et autour de laquelle cette jeunesse marocaine continue de s'activer, ou est-ce que ça appartient à un passé qui n'est plus vraiment un référentiel aujourd'hui dans la jeunesse marocaine? Je pense que la réception du livre, donc d'une certaine façon du récit véridique de ce qui s'est passé, va nous révéler ça. Je pense que le renouvellement des générations, la jeunesse du Maroc me fait penser plutôt pas. La gauche marocaine a accepté en 98 d'entrer au gouvernement, donc elle a enjambé le cadavre de Ben Barka. Il avait auparavant dit, entre nous et le pouvoir, il y a toujours le cadavre de Ben Barka. Elle a changé. Je pense que la jeunesse, aujourd'hui, elle peut trouver peut-être une figure symbolique, mais il reste peu de l'héritage politique de Ben Barka et sa vision complotiste de la révolution n'est pas très mobilisatrice. Merci beaucoup Stephen Smith d'être passé sur le plateau avec ce livre remarquable, l'affaire Ben Barka, la fin des secrets. On a envie de le voir dans la caméra de Spielberg comme Munich ou dans celle de Xavier Giannoli. Vous savez, c'est vraiment, on recommande tous sur le plateau la lecture de votre livre que vous allez, si vous voulez bien, me dédicacer. Avec le plus grand plaisir. Merci infiniment d'être passé. Merci à vous. On passe maintenant à Il y a de l'espoir, un petit espoir, mais quand même, on garde l'espoir. Alors ne bougez pas, ou bougez si vous voulez, prenez le livre. Il y a de l'espoir aujourd'hui, première mondiale et cocorico Blanche, parce que cette première mondiale est française. On connaissait l'échographie en 3D, vous savez, celles qui permettent, alors faut pas en abuser comme dit le Parisien aujourd'hui, mais de voir le visage d'un bébé dans le ventre de sa mère. Eh bien voici la 4D et elle pourrait sauver des vies. Des chercheurs de l'INSERM ont mis au point une échographie capable de visualiser en temps réel la microcirculation sanguine d'un organe entier. On peut littéralement voir le sang circuler vaisseau par vaisseau. Alors bon, c'est pas très probant notre truc, mais vous imaginez quand même, c'est une prouesse technologique qui a été testée sur le cœur, le foie, le rein chez l'animal et qui permettrait, par exemple, de détecter beaucoup plus tôt des maladies des petits vaisseaux, des affections silencieuses, souvent à l'origine des AVC et des insuffisances cardiaques. Les premiers essais sur l'homme débuteront en 2025 et si cette invention tient ses promesses, on pourra bientôt diagnostiquer des maladies avant même qu'elle ne se déclare. C'est-à-dire qu'on est dans le Minority Report de la science et de la médecine. La médecine du futur, elle est quand même en train de battre sous nos yeux. Christophe, ça fait du bien quand même, non ? Oui, cette invention est absolument extraordinaire. Toutes les semaines, il y a des découvertes formidables sur des médicaments dont on découvre de nouveaux usages par rapport à ceux pour lesquels ils étaient préparés, et notamment dans l'ordre des maladies de dégénérescence cognitive. On fait de gros progrès avec deux obstacles pour passer de la découverte fondamentale au grand public. Ouh là là, il y a quand même des années de tests. Et puis le deuxième obstacle, c'est que souvent ça coûte très cher. Alors est-ce que ce sont des découvertes réservées aux riches ? Et ça sera pas simple à faire passer dans la société. Il coupe beaucoup, là, Stephen Smith, vous êtes resté, c'est très aimable, merci beaucoup. Il coupe beaucoup dans les crédits à la recherche, là, le président Trump chez vous, non ? Énormément, et on s'aperçoit aussi que la recherche était financée par l'État dans les grandes universités privées, dont celle où j'étais, Duke, et on s'aperçoit que ces universités n'étaient pas si souveraines et indépendantes, et c'est une découverte assez douloureuse. C'est une découverte alors douloureuse. qu'aux États-Unis, précisément à l'université du Massachusetts, en termes de traitement et de prévention sur le cancer, ça va très très loin. Il y a une équipe américaine qui vient de développer pour le moment, ce qu'on appelle déjà un super vaccin, tellement ça agit sur plusieurs fronts. Mélanome, donc la peau, le cancer du sein, octobre rose, on y est encore, et même le pancréas, qui est un des cancers les plus meurtriers, un super vaccin qui serait efficace à 88% pour le moment sur des souris. Premier test sur les humains d'ici à 2030-2032, mais c'est quasiment demain. Et à côté de ça, il y a une autre équipe qui développe quelque chose qui est en lien avec la vaccination anti-Covid, qui réveillerait les défenses immunitaires.
Et je fais juste un petit rappel, la campagne elle a commencé il y a 15 jours en France, et ce que démontrent ces tests, ça a été publié dans la prestigieuse revue Nature, que vous connaissez parfaitement, c'est qu'en réalité, lorsque vous associez un vaccin anti-Covid à un traitement préventif ou de traitement contre le cancer, vous multipliez en fait le réveil de vos défenses immunitaires. Donc voilà, il faut un petit peu regarder du côté de la science et elle apporte quelques bonnes nouvelles aussi pour terminer. Ah, il y a de l'espoir. Allez, on se retrouve demain à 9h dans En toute liberté sur LCI.